Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la France. Le Rwandais Sosthène Munyemana, jugé pour génocide 28 ans après la première plainte, placée sous contrôle judiciaire. L'ancien gynécologue de l'hôpital de Boutaré, âgé de 108 ans, s'est présenté ce 14 novembre devant la cour d'assises de Paris dans une affaire de génocide, dans le génocide rwandais de 1994. Sosthène Munyemana est accusé de plusieurs faits de crimes contre l'humanité. Il est soupçonné d'avoir contribué à la rédaction d'une motion soutenue au gouvernement, une motion plutôt de soutien au gouvernement intérimaire institué après l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana, et ce qui a encouragé cette tuerie des Tutsis. Il est également accusé d'avoir participé à un comité ayant mis en place des barrières et des rondes au cours desquelles des personnes ont été interpellées et tuées. On l'accuse également de détenir la clé du bureau de Chumba où des Tutsis avaient été détenus, gardés pendant un long moment dans des conditions inhumaines avant d'être tués. Il se défend en disant qu'il est innocent dans ces affaires et que la clé dont on l'accuse le bureau dont on l'accuse de détenir la clé était plutôt un refuge pour les Tutsis. Pratiquement 29 ans après le génocide rwandais, la question des auteurs revient. C'est la première plainte, ou bien l'une des plus anciennes plaintes déposées en France. C'était en 1995 à Bordeaux que cette affaire a commencé avec une instruction, et c'est 28 ans après que le principal accusé est comparé devant la justice française. Je commence par vous, Adam. Vous savez, cette question, au niveau de cette cour d'assises-là, qui refait toujours rebond, a un caractère correctif, mais également un caractère pédagogique. Cela interpelle en réalité ou convoque pratiquement la responsabilité que nous prenons devant un certain nombre d'actes qui, près de 30 ans plus tard, peut donc nous rattraper. Ici, nous savons que la question rwandaise, c'est une question qui est aujourd'hui permanente et qui suit pratiquement son cours dans la vie de chaque jour, de tous ceux qui ont été donc liés ou pas liés, puisque nous parlons d'une question qui s'est ouverte, je crois, aujourd'hui ou demain, je pense que c'est le 15. Oui, c'est aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui, c'est présenté ce matin. Tout à fait. Donc vous convenez avec moi que le médecin qui est poursuivi aujourd'hui était pratiquement dans la fleur de son âge à l'époque des faits. Oui. Donc je pense que, comme nous l'avons dit tantôt, puisque c'est ces questions-là... 47, 48 ans. Tout à fait. Donc ce sont des questions qui sont un peu liées. Donc nous posons aujourd'hui des actes qui, 30 ans plus tard, peuvent également nous rattraper. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est très nécessaire que les enquêtes ne soient pas bâclées lorsqu'on les fait. Aujourd'hui, il y avait des gens, parce que nous comparons un peu, des gens qui avaient même changé d'identité et ont couru tout le temps de par le monde, mais qui ont été donc rattrapés. Donc, je pense que 30 ans plus tard, étant donné que le Rwanda aujourd'hui est dans une position de faire en sorte que le pays puisse reconnaître toute la vérité sur disons, ces génocides-là, et qu'on n'ait plus une répétition dans ce cas-là, il est très essentiel. Voilà pourquoi je parle de la question pédagogique, puisque en réalité, une chose est de pouvoir arrêter le massacre, mais l'autre chose est également de pouvoir connaître les causes profondes qu'on connaît en réalité. Mais il faudrait quand même que ces auteurs-là puissent donc répondre de leur acte devant donc la justice. C'est vrai qu'il évoque des cas, mais il y a encore des témoins, puisque n'oubliez pas que dans l'exposé des motifs, on nous dit chaque jour que Dieu fait, puisque nous parlons d'une affaire qui a duré pratiquement 30 ans, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, nous perdons un témoin à moins, en réalité, qui peut permettre d'éclairer la lanterne, en tout cas de ce tribunal-là, pour pouvoir véritablement faire donc la lumière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se défend lié donc à cette question de clé qu'il détenait. Or, tout le monde sait qu'à l'époque, puisque lui-même ayant participé à la rédaction d'une motion qui, en réalité... Il est accusé d'avoir participé, oui, son avocat de toutes les façons, oui, bon, l'avocat, lui, il défend son client. Nous le prenons comme tel, mais au même moment, nous savons qu'à l'époque, il ne peut pas participer à une rédaction d'une motion qui était contre, en réalité, les Tutsis et qu'on voulait détenir donc les clés qui puissent donc les protéger. Nous l'avons vu également avec... le propriétaire de l'hôtel, j'ignore le nom, qui également, lui, il y a eu quand même des éléments factuels qui montraient en réalité, qui protégeaient des gens,
Mais 30 ans plus tard, on a constaté que lui également était lié. Qui a été fait héros d'ailleurs et qui finalement se retrouve... Tout à fait. Donc vous convenez qu'avec moi qu'il y a eu des gens qui ont posé des actes aujourd'hui, ils doivent donc répondre. Donc nous pensons que cette justice-là, surtout, je pense que ceux qui sont accusés sont plus ou moins... Puisque on nous dit en Afrique souvent que nos juridictions ne sont pas, en tout cas, ne convainc pas. Lorsqu'on vous appelle pas devant ces juridictions, on a comme l'impression qu'il y a donc des questions qui sont tranchées sur votre personnalité. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de la France, toute la lumière puisse être faite, puisqu'on nous parle de 29 témoins qui vont donc défiler, soit des témoins à charge ou à décharge, et permet véritablement que la justice ou le droit soit dit. Vous parlez de Paul Rusesabagina, qui avait été accusé dans cette affaire-là. Un autre accusé devant la cour d'assises de Paris dans l'affaire du génocide rwandais. Il avait pratiquement 38, 39 ans ou plus 40 ans à l'époque des faits. Il se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir participé à la rédaction de motions qui ont permis l'arrestation des Tutsis, leur massacre. Elle a accusé d'avoir participé aussi à des rondes qui ont permis d'arrêter les Tutsis et de les massacrer. Il est accusé d'avoir détenu la clé du bureau qui se retrouvait à Tumba, où on détenait pour un moment les Tutsis avant d'aller les tuer. Aujourd'hui, notre accusé se défend d'être innocent dans cette affaire-là. 28 ans après l'instruction, le dossier est finalement ouvert devant la justice française. Oui, je crois que mieux vaut tard que jamais. Si 28 ans après, on a pu sceller ce dossier pour finalement passer à l'audience, je pense que c'est de bonne guerre. Et comme je l'ai déjà dit, l'idéal, c'est la manifestation de la vérité. Il y a des familles qui attendent de savoir pour quelles raisons tel ou tel membre de tel enfant ou tel mari ou telle femme a été lâchement abattu, assassiné, décapité. Ouais, donc, du coup, c'est très important. Il peut beau se défendre. S'il est l'auteur, je pense que ce sera établi s'il n'en est pas l'auteur, parce que c'est le but même de la justice. On n'organise pas un procès pour que les juges, au finish, décident de retracer eux-mêmes la scène du crime. Non. Et que par justice ou par procès, on entend la manifestation de la justice. Donc, il ne faut pas que ce soit la manifestation de la vérité. Et lorsque la vérité est connue, que les auteurs soient punis et que les victimes soient dédommagées. C'est ça la justice en réalité. Donc, je pense que ça va être le cas dans cette affaire-là. Même si chaque 28 ans, c'est beaucoup. Il y a eu des témoins qui seraient morts. Voilà. Mais au moins, on a au moins une vingtaine aujourd'hui qui peuvent intervenir et dire avec exactitude, ou peut-être pas, parce qu'il faut aussi voir si la plupart des témoins sont encore en pleine possession de leur capacité intellectuelle, parce que des gens ont été torturés. Des gens, dans cette situation, des gens ont perdu beaucoup de choses qui ont modifié ou transformé leur conception de la vie, même humaine. Il y a des gens qui ont traversé beaucoup d'autres choses avant de retrouver une certaine stabilité et ne peuvent plus dire avec exactitude ce qui s'est réellement passé. Encore qu'il y a d'autres qui peuvent être des témoins, mais en réalité, quand ça crépite, tout le monde cherche sa vitesse de croisière. Donc, on ne peut pas dire avec exactitude ce qui se passe derrière, parce qu'on a préféré sauver sa propre vie. On se cherchait. Mais on pourra peut-être... Moi, c'est toute la question que je me pose. Est-ce que ces témoins ont véritablement des éléments à verser à ce dossier-là pour que la culpabilité soit établie, la culpabilité ou non de l'accusé soit établie? C'est la grande question. Mais si on a fini avec l'instruction et qu'on a décidé d'aller à ce procès, c'est parce que le tribunal a des éléments d'appréciation et on attend de voir de quoi il s'agit pour soulager les familles qui attendent de ce procès-là. Il n'y a pas que les familles, il y a des témoins. Maintenant, c'est un procès, à mon avis, qui doit servir également de leçon pour tous ceux qui exécutent des ordres qui ne sont pas humains. Ça, c'est très, très important. Ce sont des crimes imprescriptibles. Hier, on pensait que c'est l'auteur qui peut être poursuivi, mais aujourd'hui, on sait que les commanditaires peuvent être également
poursuivis, des témoins qui peuvent être également poursuivis parce qu'ils n'ont pas donné de l'assistance à la personne qui était en danger. Donc, ce sont des crimes imprescriptibles. Et si 30 ans après, ça peut rattraper, je pense que ça doit déjà constituer un élément fondamental pour décourager les candidats à ces pratiques-là qui sont inhumaines. Alors, notre accusé Sostène Munyemana est devant la justice française 28 ans après une première plainte portée contre lui en France. Dans cette affaire de génocide rwandais, il est accusé de plusieurs faits, je les ai énumérés tout à l'heure. Il se défend d'être innocent dans cette affaire. Oui, je crois qu'il est dans une posture, il a adopté une certaine forme de défense et lorsqu'on vous amène en justice, c'est facile. Et vu la charge qui est retenue contre lui, donc je crois que... Il encourt la perpétuité. Pour la perpétuité, oui. Donc on dit, même si on te dit une semaine d'emprisonnement, je ne l'ai jamais expérimenté. Et pour ceux qui l'ont fait, que nous côtoyons, il y a quelque chose, il y a toujours des séquelles. Donc on ne peut pas souhaiter la prison, même à son pire ennemi, et comme on ne peut pas souhaiter la mort à son prochain. Je dis, le procès de Sostène aujourd'hui pour génocide, ça me fait penser, disons, à un procès contre l'ethnicisme. Parce que c'est l'ethnicisme qui a provoqué l'exil de nombreux Tutsis face à l'oppression des Hutus. Donc là, et si nous revisitons l'histoire même du génocide rwandais de 1994, et pour ceux qui ont eu cette opportunité de visiter le mémorial de Kigali, donc je crois que l'atrocité des faits exige qu'on puisse situer les responsabilités. Et Sostène est aujourd'hui dans le boss des accusés parce qu'il y a eu plainte. Et 28 ans après, donc on instruit un dossier et on programme même un procès. Donc il faut absolument que les responsabilités soient situées. Si les juges sont convaincus que c'est une fausse accusation qui est portée sur sa personne, donc je crois que le droit donne également des éléments pour qu'on puisse l'élargir et pour qu'on puisse le blanchir. Mais avec l'atrocité de ce génocide, il va falloir décourager toute nouvelle intention qui puisse germer en l'humain. Parce que c'est la haine, c'est l'esthétisme, c'est la haine de l'humain et c'est, disons, le caractère de non-accord de pardon qui a fait que le peuple rwandais a vécu cette atrocité. Aujourd'hui, le procès qui va se tenir en France peut être compris comme, disons, un ouf de soulagement pour les victimes de ce génocide qui voudraient constituer véritablement les responsabilités. Même le peuple rwandais a besoin de comprendre comment, qui sont les auteurs même de ce génocide, quel rôle chacun a eu à jouer et quelles ont été les réelles motivations obscures pouvant entraîner, disons, ces décapitations, ces morts. Donc là, c'est une situation assez compliquée, mais s'il est clean, en griffe, s'il est clean, il sortira de ce procès. Mais j'imagine, 28 ans après, il se retrouve dans le boss des accusés. Donc c'est dire que si les juges ont eu le courage de clôturer l'étape de l'instruction, et de programmer un procès, sûrement qu'ils ont des éléments à charge. Donc, quitte aux concernés de se défendre avec le concours de ces avocats pour prouver, disons, son innocence ou bien sa responsabilité qui ne serait pas engagée. Madame, 28 ans après le génocide rwandais, 28-29 ans, le génocide rwandais n'a pas fini de livrer des leçons à l'humanité. Oui, voilà pourquoi d'ailleurs même, je le disais à l'entame dans de mes propos, que d'abord, je pense que ce procès a un caractère surtout pédagogique. Et je pense que mon frère également l'a martelé. Et vous savez, je pense que lorsque Crudo disait tantôt qu'il y a donc des éléments à charge qui puissent donc, vous savez, les éléments pour asseoir
la culpabilité d'un prévenu en ce qui concerne donc un procès. Et lorsque nous prenons de ces genres de questions qui sont hautement sensibles, c'est qu'il y a véritablement donc des éléments qui permettent donc d'asseoir cette culpabilité-là. Voilà pourquoi l'étape de l'instruction a pris du temps réellement pour rassembler ces éléments. Et nous parlons donc de la France. C'est vrai que je ne mets pas en cause ou en doute en réalité dans nos juridictions, mais également on a tendance à pouvoir nous dire que, puisque lorsque nous parlons de ces questions-là, la question politique également est convoquée dans cette question-là, puisque nous parlons véritablement donc de deux ethnies où pratiquement il y avait cette question d'ethnie liée, parce qu'il y a cette question d'ethnie, c'est qu'il y avait la question politique. Et donc il y a question politique, on a tendance à dire, voilà, ils sont convoqués par devant une juridiction parce que on les estime dans des questions politiques qui n'étaient pas donc les bienvenues. Mais je pense que nous parlons donc de la France. Chacun a le droit de pouvoir donc s'exprimer aisément. Et il a parlé tantôt donc de ces conseils qui puissent donc le permettre donc de se tirer d'affaire en donc arguant dans son innocence s'il y en a. Mais je pense que, étant donné que lui-même, c'est la question de laquelle il nie, or ce n'est pas seulement l'unique question à charge, à partir du moment où il n'y a pas eu de révélation concernant donc les autres questions, c'est qu'il y a donc une culpabilité qui est engagée. En tout cas, la justice française se donne 5 semaines à 6 pour terminer cette affaire. C'est le plus ancien dossier instruit en France et donc qui est ouvert au niveau de l'enquête. La France est habilitée à juger cette affaire à cause de la compétence universelle de la justice française dans ce genre de dossier, comme des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ainsi de suite. On attend de suivre l'évolution de ce dossier Sostène Munyemana, qui est donc devant la justice française pour des faits de génocide. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.